Merci beaucoup et donc bonjour à tous. Merci d'être là et merci également à l'équipe du village de m'avoir proposé de faire ce petit point avec vous sur les différents financements. Donc je vais lancer mon écran, je vais le partager. Je pense que vous allez le voir et en principe même vous le voyez déjà à l'écran. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de refaire un point sur les différentes mesures de soutien financier qui ont été prises par l'État dans ce contexte très particulier. Le choix que j'ai fait pour ce webinaire, c'est de ne pas forcément tout reprendre depuis le début, c'est-à-dire de ne pas forcément vous réexpliquer dans le détail tout ce qui a été annoncé depuis 15 jours, 3 semaines, parce que je pense que globalement, vous avez vu passer les annonces, vous avez déjà regardé, vous avez même probablement déjà fait des demandes de votre côté. Donc, l'idée pour moi, ça va être d'appuyer sur certains dispositifs en particulier, notamment parce que il y a des informations à préciser. On voit au travers de toutes les questions qui nous remontent à la CCI qu'il y a des choses qui ont besoin encore d'être précisées, expliquées, parce qu'il y a tout simplement des annonces qui continuent à arriver et même des dispositifs qui ont été précisés au fur et à mesure. On parlera par exemple de la prime du Fonds de solidarité. Donc voilà, l'idée pour moi, ça va être de rebalayer tout ça et d'appuyer surtout sur quelques points particuliers. Je vais commencer, ça peut sembler un peu inhabituel, mais je vais faire comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par différents points de contact. Normalement, on finit les présentations par les adresses, les contacts. Moi, j'ai choisi de commencer par là, tout simplement parce que, à mon sens, ce qui est surtout important pour vous, c'est de savoir où vous pouvez trouver les bonnes informations de façon rapide autant que possible et pratique, parce qu'encore une fois, tout ça, ça évolue au fur et à mesure, et surtout qu'il y a pas mal de gens qui se mobilisent pour vous renseigner. Alors, très rapidement, évidemment, du côté des chambres de commerce, donc moi, je suis de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Le rôle des chambres de commerce que l'État nous a confié, c'est d'être un premier interlocuteur pour vous. C'est-à-dire que vous nous présentez votre problématique ou les problématiques que vous rencontrez qui peuvent être très, très diverses par rapport à ce contexte. Et nous, notre job, c'est de regarder quels sont les dispositifs qui peuvent vous concerner et de vous expliquer comment vous pouvez les mobiliser. Donc, n'hésitez pas à contacter la Chambre de commerce et d'industrie de votre région. Ça peut être la Chambre de commerce nationale, mais contactez plutôt votre région. Pourquoi? Parce que dans chaque région, il y a des dispositifs particuliers, donc c'est toujours plus pratique de passer par les contacts locaux. Je vous signale une plateforme qui a été créée par l'État qui s'appelle Info Entreprise Covid-19, qui est vraiment super pratique. D'ailleurs, elle a été créée avec une start-up. L'outil est vraiment très, très bien fait. Il permet de regrouper ces infos. Vous voyez l'adresse en direct. Une indication importante, si vous ne l'avez pas encore fait, surtout pensez à regarder le site internet de votre région. Les régions sont des financeurs très importants de l'économie. Donc, à peu près toutes les régions, si ce n'est toutes les régions, ont mis en place des dispositifs particuliers par rapport à leurs écosystèmes locaux. Donc, consultez le site de votre région, bien sûr les sites de toutes les administrations, type BPI France, URSSAF, etc. Je passe. Et je vais passer, pour finir contact, quand même sur un point important nous concernant, puisque là, on va se focaliser sur l'écosystème startup. Tout ce qui tourne autour de la French Tech. Donc, l'équipe de la French Tech fait un gros travail aussi d'information spécifiquement dédiée aux startups. Je vous recommande très fortement de vous inscrire à la newsletter de la French Tech. Je vous ai mis l'adresse. Ils publient une newsletter chaque semaine qui redétaille, là encore de façon très opérationnelle et en fonction des questions qui leur sont posées par toutes les startups. Ils réexpliquent certains dispositifs, ils précisent les critères. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Et vous verrez que dans cette présentation, je m'inspire de quelques points qu'ils ont fait remonter. Sur Medium, il y a pareil un compte qui a été créé par la French Tech que je vous recommande hautement également parce que tous les vendredis, il détaille là encore certains dispositifs et c'est vraiment très, très bien expliqué. Au niveau local, bien sûr, vous avez toutes les communautés capitales French Tech et puis un point également sur le dispositif French Tech Central dont je fais partie, moi, à Paris pour la CCI. Le French Tech Central, c'est un dispositif qui est en train de se déployer dans toute la France et qui consiste en fait à regrouper tous les services publics sur un lieu unique spécifiquement dédié aux startups. Et l'idée, c'est que vous pouvez nous contacter très facilement, très directement. Et nous, tous ensemble, on se regroupe pour vous apporter des réponses. Donc, là, je n'ai pas mis l'adresse, mais j'aurais pu. Vous faites frenchtechcentral.com sur Internet pour avoir toutes les infos. Voilà, je passe sur cette partie contact qui, encore une fois, à mon avis, est importante parce que finalement,
Une fois que vous avez ces infos, en principe, si vous ne retenez pas tout ce qu'on dit ou si moi-même je ne vous dis pas toutes les infos, vous les retrouverez sur ces différents liens. Les mesures de soutien qui ont été prises par l'État, là c'est pareil, un slide sur lequel je vais passer très très vite parce que nous on va plutôt se focaliser encore une fois sur les startups, mais pour rappeler quand même l'importance de l'engagement de l'État qui a été pris dès la mise en confinement avec tout un tas de mesures qui ont été prises, qui sont regroupées en 9 points. Donc, vous les voyez, hein, les reports de paiement, les remises d'impôts, etc. Nous, sur Binard, on va notamment parler du fonds de solidarité pour les TPE qui peut aller jusqu'à 3 500 €. Et je vais le réexpliquer un petit peu. On va dire un mot aussi du prêt garanti par l'État qui a sollicité, enfin, qui a généré pas mal de questions. Les autres dispositifs qui sont indiqués là, je n'ai pas fait le choix d'en parler, notamment parce qu'on n'est pas dans un dispositif purement financier. Si vous le souhaitez, on peut en parler, ou bien sûr, vous prenez les différents contacts que je vous ai indiqués. Voilà pour cette petite introduction. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par le fonds de solidarité qui a une place depuis la semaine dernière, hein, que vous pouvez le solliciter depuis la semaine dernière. Dans les grandes lignes, de quoi s'agit-il? Les critères globaux, je ne les ai pas remis, mais vous les connaissez a priori. Donc, les entreprises de moins de 10 salariés qui font moins de 1 million de chiffre d'affaires, moins de 60 000 € de bénéfices et qui peuvent accéder à une prime qui va faire au maximum 1 500 € pour le premier volet. Et on va voir ensuite qu'il y a un deuxième volet qui peut rajouter 2 000 €. Quand elle a été annoncée au tout début, les critères n'étaient pas ceux qui ont finalement été adoptés plus ou moins en dernière minute, juste avant sa mise en ligne au milieu de semaine dernière. C'est pour ça que je pense qu'il est important de les rappeler et de les réexpliquer. On va prendre en compte le chiffre d'affaires que vous avez fait au mois de mars 2019. Ça, c'est le cas général. Avait été annoncé à l'origine une perte entre mars 2019 et mars 2020 d'au moins 70% de votre chiffre d'affaires. Finalement, après discussion, après avoir fait remonter à l'État que ce critère était tout de même assez restrictif, il a été et désormais, on va tenir compte d'une chute d'au moins 50% de votre chiffre d'affaires sur la période de référence. A également été élargi le critère du chiffre d'affaires de référence. Donc la base, ça reste le mois de mars 2019, mais ont été ajoutés d'autres critères pour les entreprises qui, qui ne pouvaient pas respecter ce critère-là. Donc pour les entreprises qui ont été créées après le 1er mars 2019, on va compte du chiffre d'affaires moyen entre le mois de mars et le mois de février 2020. Et puis, on va aussi tenir compte du fait que si, pour une raison justifiable, vous ne pouviez pas travailler en mars 2019, on va là encore plutôt tenir compte d'un chiffre d'affaires moyennisé. La prime ne fait pas forcément 1 500 €. C'est très important de le retenir. Elle va faire au maximum 1 500 € et en fait, l'administration va faire le calcul pour vous, va calculer la perte qui a été générée et elle va donc vous verser l'équivalent de cette perte avec un maximum de 1 500 €. Donc, ça peut être moins que 1 500 €. La demande se fait sur le site des impôts. Précision, si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le dirigeant de l'entreprise qui fait la demande sur son compte personnel auprès des impôts. Vous ne prenez pas le compte de l'entreprise. C'est bien le compte personnel qui permet de faire cette demande avec déclaration sur l'honneur. Par contre, on vous demandera d'indiquer le RIB de l'entreprise parce que c'est bel et bien l'entreprise qui va toucher cette prime. Je ne vois pas les questions qui s'affichent, hein, je suis désolé. Donc, s'il y a des questions sur ce sujet, peut-être qu'on fera une petite pause juste après. Il y a un deuxième volet sur cette prime de solidarité qui permet d'ajouter jusqu'à 2 000 € en plus des 1 500 € qui correspondent au premier volet. Ce deuxième volet, il n'est pas encore disponible. Si vous ne l'avez pas vu passer, c'est tout à fait normal. Il sera accessible à partir du 15 avril et c'est un volet qui sera piloté directement par les régions. Donc, les critères d'éligibilité, c'est quoi? C'est que d'une part, vous devez avoir été éligible au premier volet, donc vous avez touché au maximum 1 500 € sur la première prime. Et l'idée, en gros, c'est de faire un dispositif
anti-faillite, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les sociétés qui sont dans des cas de difficultés extrêmement importantes par rapport à cette situation de confinement, donc des entreprises qui se trouvent dans la possibilité de régler leurs dettes ou qui se sont vues refuser un prêt et qui ont au moins un salarié. Et là, pour le coup, on sera sur une aide forfaitaire de 2 000 euros. Donc, je n'ai pas encore le détail, comme vous le voyez, de la demande, hein, puisque ça se fera à partir du 15 avril. Voilà pour le fonds de solidarité. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on répond maintenant ou si on le fera tout à l'heure. Il y en a une ou deux qui traitent sur le fonds solidarité, donc on peut te les poser maintenant et on OK, fera la suite à la fin de ta présentation si ça te convient. OK, oui, bien sûr. Il y a notamment Nicolas qui demande sur le fonds de solidarité, quand on remplit le formulaire, il y a une condition sur le fait que le dirigeant majoritaire ne doit pas avoir de contrat de travail à temps complet. Qu'en est-il? Oui, parce que là, on va considérer qu'il relève du chômage partiel, hein, de l'activité partielle. Donc, effectivement, enfin, j'espère que ça répond à la question, mais en principe, un dirigeant qui a un compte qui est majoritaire et qui est donc assimilé salarié, il a un contrat de travail, donc il relève du chômage partiel. Super, merci. On a également Sana qui demande si le dernier paiement a été effectué en janvier en totalité, pardon, mais intégrant janvier, février et mars, est-ce qu'on est éligible? Alors, le dernier paiement de quoi? Le dernier chiffre d'affaires encaissé? Alors, Sana, si tu veux, je peux te donner, je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse Oui, s'exprimer et ouais, bien après, sûr. la suite des questions sera peut-être plus simple. Sana, j'ai activé ton micro si tu veux t'exprimer. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas, on s'est déjà croisés plusieurs fois. Absolument. Oui. Alors ma question, c'est en fait, c'est vrai que nous on est sur des gros marchés, on va dire, et quand on signe un contrat, bah, on n'est pas sur des mensualités. En général, ils s'engagent pour payer la totalité ou alors 70%. Et donc là, le dernier paiement, on l'a eu en fin décembre. Et donc ça comprend une prestation pour janvier, février, mars. Est-ce que c'est éligible étant donné que le paiement a été fait en une fois? C'est-à-dire que là, on considère une société sur laquelle on ne prendrait pas comme critère de référence le chiffre d'affaires de mars 2019, c'est ça? Ou on prendrait Ouais, une exactement. modélisation? Exactement. Bah là, si je ne dis pas de bêtises, on va prendre en compte les dates de facturation, hein, pas d'encaissement. Donc, ça a été facturé quand, cette prestation? Fin décembre. Fin décembre. Mais Donc, c'était pour les mois de janvier, février, mars. ouais, Et mais c'est là, bien effectivement, encaissé. Ouais. comme on mensualise, on va la diviser par 12. Et c'est ça le risque, c'est que ça diminue le critère de référence, c'est ça? Exactement. Ouais. Bah oui, alors a priori, c'est bien ça. Après, je dirais que éventuellement, il faut expliquer la situation sur le formulaire où il y a une possibilité d'écrire, d'expliquer la situation. Donc peut-être que ça peut inciter l'administration à y réfléchir. Je sais qu'il y a eu des questions qui ont été posées. Alors c'est pas tout à fait la même, mais je peux répondre peut-être à une autre question en même temps. De cas d'entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui ne sont pas du tout réguliers et du coup, se baser sur un seul mois pour avoir un critère de référence, ce n'est pas juste entre guillemets. Et là, on a une remontée d'infos de la DGE, donc de la Direction générale des entreprises, qui indiquait que si on explique ça à l'administration fiscale, elle peut éventuellement réfléchir à ce cas-là et donc accepter de tenir compte d'une mensualisation. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Une dernière petite question sur le fonds de solidarité. Est-ce que la prime du fonds de solidarité sera imposable? Alors, le dernier texte que j'ai lu ne le précise pas, ou en tout cas dit que ça va être discuté, ce qui veut dire que, comme toujours avec l'administration, fait preuve d'un petit peu de prudence tant que ça n'a pas été définitivement acté. Mais ce qui a été annoncé, c'est que oui, ce serait défiscalisé. Donc, encore une fois, on est obligé d'être prudent, car comme toujours, tant qu'il n'y a pas les décrets d'application, on doit être prudent. Voilà. Super. Merci Nicolas. On te laisse finir ta présentation et on passe à la fin des questions ensuite. On est reparti. Donc là, je vais parler du prêt garanti par l'État. Alors, je vais essayer d'aller relativement vite puisque c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que le temps passe. Donc, simplement pour rappeler sur le prêt garanti par l'État que d'une part, il est disponible jusqu'au 31 décembre. Pourquoi je le dis? C'est simplement pour dire que si vous êtes dans une situation d'urgence très, très forte,
attendez un petit peu pour le solliciter. Les banques sont extrêmement sollicitées en ce moment et les enveloppes, notamment la garantie que l'État apporte, est très largement suffisante pour étaler les demandes. Donc, vous le savez, on va prendre comme critère jusqu'à 3 mois du CA ou 2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes. Et j'y reviens dans un instant car c'est une question qui est beaucoup posée. La garantie de l'État sera à 90% pour les TPE et PME. Rappelons que votre premier interlocuteur, c'est la banque, ce n'est pas BPI France. Vous devez d'abord obtenir un préaccord de la part de votre banque qui va vous permettre ensuite d'aller vous connecter sur le site de BPI France pour obtenir un identifiant que vous remettrez de nouveau ensuite à votre banque pour finaliser le prêt. Donc, l'interlocuteur numéro 1, c'est la banque. Alors, si vous êtes en situation de difficulté avec votre banque pour obtenir ce prêt, dans un cas général, ce que l'on dit toujours, mais évidemment, on est conscient que ce n'est pas évident en ce moment, c'est de solliciter plusieurs banques. Évidemment, aujourd'hui, solliciter d'autres banques que la vôtre, c'est très compliqué car elles ne sont pas en mesure d'ouvrir des comptes. Donc, si vous avez un problème avec votre banque, elle refuse de vous accorder un prêt alors que vous estimez que vous remplissez les critères, vous avez plusieurs points de contact qui sont. Vous pouvez contacter BPI France, je vous ai mis l'adresse email juste en dessous. Vous pouvez, et ça c'est nouveau, et c'est une information qui est très importante, vous pouvez désormais contacter des correspondants start-up de la Banque de France qui sont désormais en train de se mettre en place dans toute la France. Je vous ai mis l'adresse URL. Et dans tous les cas, s'il n'y a pas encore de correspondant start-up Banque de France dans votre département, vous avez le médiateur du crédit dans chaque département, donc médiation.crédit. Le numéro de votre département @banquedefrance.fr pour vous aider dans le rôle de la Banque de France. Donc, la Banque de France ne délivre pas de prêts aux entreprises, on est bien d'accord. Le rôle de la Banque de France, c'est éventuellement d'intervenir en dernier recours pour aider à discuter avec la banque pour trouver un terrain d'entente. Voilà pour cette partie prêt garanti par l'État. Et je vais faire un crochet par la question des entreprises innovantes, puisqu'elle est souvent posée. Donc, comme vous l'avez probablement vu, pour les entreprises innovantes, on n'est pas obligé de se raccrocher aux critères de on pourra tenir compte d'un autre critère qui est le double de la masse salariale. L'idée théorique, c'est de prendre celui des deux qui est le plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise innovante dans le cadre du prêt garanti par l'État? Vous devez répondre à au moins une des situations suivantes. Soit de l'innovation de pays France, soit avoir levé des fonds auprès de fonds de capital risque, etc., soit avoir été accompagné par un incubateur ou toute structure qui a pour habitude d'accompagner des startups. Si vous voulez avoir des précisions sur ce que l'on appelle les aides de BPI France notamment, c'est précisé. Je vous ai mis le lien en dessous. Encore une fois, c'est comme je le disais tout à l'heure, ce post Medium de la French Tech qui a donc consacré un article à ce sujet. Voilà pour le prêt garanti par l'État. Je continue de nouveau. On va parler un petit peu maintenant du plan Startup qui a été mis en place. Donc, 4 grandes mesures. L'enveloppe de 80 millions pour aider les entreprises qui étaient entre 2 levées de fonds. Et du coup, cette deuxième levée de fonds, ou cette nouvelle levée de fonds en tout cas, est retardée. Les prêts de trésorerie garantis par l'État, on en a parlé, c'est le prêt garanti par l'État avec des critères spécifiques pour les startups. Le remboursement accéléré des crédits d'impôt et notamment, et ça c'est vraiment une mesure très importante, si vous avez fait du crédit impôt recherche en 2019, vous pouvez dès maintenant en demander le remboursement auprès de l'administration fiscale. Et puis, le versement accéléré des aides à l'innovation dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Je vais revenir dans le cadre de ce plan Startup sur le French Tech Bridge et je vais parler aussi d'un autre dispositif ensuite dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le prêt soutien à l'innovation de BPI France. Alors, le French Tech Bridge, ce n'est pas, je commence plutôt par dire pour qui ce n'est pas. Ce n'est pas pour les entreprises qui sont en phase d'amorçage, c'est-à-dire les jeunes startups qui étaient en train de préparer leur première levée de fonds et cette première levée de fonds va être retardée, ne sont pas concernés par le French Tech Bridge. Pour ces startups-là, on va être dans le cas des dispositifs habituels de BPI France. S'il y a besoin, on pourra en redire un mot tout à l'heure. Là, on est donc sur des entreprises qui sont entre 2 levées de fonds. Ça se fait sous forme d'obligations convertibles. On démarre à 100 000 € avec un cofinancement d'au moins 50% par des investisseurs. Donc là, l'idée théorique, enfin ce que l'on comprend a priori, c'est que vous allez permettre
vous allez demander à vos investisseurs historiques, ceux qui sont déjà avec vous, d'aider à financer en attendant que la nouvelle levée de fonds puisse se faire. Ce French Tech Bridge ne remplace pas les dispositifs habituels qui servent déjà de bridge, notamment le French Tech Seed par exemple. Il est donc clairement destiné à soutenir les startups qui peuvent justifier qu'elles rencontrent une difficulté particulière par rapport à la situation actuelle. Sinon, vous relevez des dispositifs, encore une fois, habituels de BPI France qui sont parfaitement maintenus. Le prêt soutien à l'innovation, qui est un dispositif particulier, puisque cette fois-ci, c'est BPI France qui peut très directement prêter de l'argent à l'entreprise. Un prêt garanti par l'État, c'est une banque qui vous prête de l'argent. Prêt à soutien à l'innovation, c'est BPI France directement qui va faire ce prêt, qui devra être cumulé néanmoins avec une autre source de financement. Donc, cette autre source de financement, ça peut être ce fameux prêt garanti par l'État, ça peut être aussi vos investisseurs, vous-même, etc. Les prêts à tout et prêts rebond. Prêts à tout, je passe relativement vite car, a priori, ce n'est pas un prêt qui est particulièrement destiné aux startups. Il est destiné aux PME, aux entreprises, entre guillemets, traditionnelles. Pour les startups, on sera plutôt, a priori, sur le prêt soutien à l'innovation. Donc, c'est un peu le même principe, un prêt qui est accordé directement par BPI France avec un cofinancement qui est demandé. Petite précision et qui du coup permet aussi de redire à quel point c'est important de regarder du côté de votre région. En plus du prêt à tout, il y a les prêts rebonds qui sont l'équivalent de ces prêts à tout, mais qui démarrent à plus petite échelle puisqu'ils démarrent à 10 000 euros. Ce sont des prêts qui sont financés par les régions, donc ça veut dire aussi que les modalités peuvent varier de région en région. Donc, soit vous regardez sur le site de votre région, soit, et je crois que c'est aussi important de le redire, vous vous interrogez directement BPI France, d'ailleurs, sans forcément vous soucier de savoir quel dispositif vous demandez. Là, on a parlé de plusieurs dispositifs. Vous n'avez dans les faits pas tellement besoin de savoir si vous relevez de tel ou tel dispositif. Vous contactez BPI France, vous expliquez votre situation, vous présentez votre projet, et c'est bel et bien votre chargé d'affaires qui se charge de vous orienter et de vous expliquer comment faire. Un rappel, et je vais venir là-dessus, ce qui permet de tenir à peu près le timing des 20-25 minutes de présentation. Un rappel qui est important. Là aussi, une question qu'on nous pose souvent, c'est oui, mais tout cet argent qu'on est en train de mettre sur la table pour soutenir les entreprises qui sont en situation de difficulté, est-ce qu'on le prend sur les enveloppes qui étaient normalement destinées à l'innovation, etc. La réponse est non. Tous les dispositifs habituels de soutien en start-up sont complètement maintenus. Donc, c'est-à-dire les subventions type Bourse French Tech, etc., les aides au développement de l'innovation, tous les prêts BPI France, les prêts d'honneur. Si vous êtes une jeune entreprise, vous continuez d'aller voir les réseaux initiatives, réseaux entreprendre, Wilco pour les entreprises qui sont en région Île-de-France notamment, tous les financements régionaux et bien sûr tous les concours. Alors pourquoi aussi c'était important pour moi de rappeler ça? C'est parce que dans le cas de jeunes entreprises, s'il y a parmi vous des très jeunes entreprises et qui peuvent avoir le sentiment de ne pas entrer dans les cases des dispositifs qui ont été mis en place spécifiquement dans ce cadre coronavirus, ce qu'il faut vous dire, c'est que les critères qui ont été pris en compte, ou en tout cas la base de réflexion, c'était de dire, voilà, il y a des entreprises qui tournent, qui ont des salariés, qui avaient du chiffre d'affaires et qui d'un coup se retrouvent à ne plus pouvoir tourner. Et là, pour elles, on crée des dispositifs spécifiques. Pour les très jeunes entreprises dont on suppose qu'elles sont moins impactées, alors sans jugement là-dessus, parce que c'est pas forcément, on sait évidemment que ce n'est pas forcément le cas, elles vont relever en principe des dispositifs habituels de BPI qui sont donc tout à fait maintenus. Voilà pour ce tour d'horizon que j'ai voulu faire de façon assez courte, et je vais peut-être maintenant, enfin on va peut-être voir ensemble s'il y a des remarques, des questions, etc. Merci beaucoup, Nicolas. Pour rappel, il y a déjà beaucoup de questions, donc si vous souhaitez de votre côté voter pour les questions que vous jugez les prioritaires, n'hésitez pas à le faire, comme ça elles reviendront en tête et je pourrai les poser en premier à Nicolas, parce qu'on ne pourra pas toutes les traiter. Alors, nous avons Anthony qui me dit qu'il y a beaucoup d'annonces, mais il n'y a aucune annonce sur le cas des personnes ayant une banque en ligne pour leur société qui ne sont pas éligibles au PGE.
Aujourd'hui, les banques ayant gelé les ouvertures de compte, nous ne pouvons rien faire, que ce soit un médiateur de crédit, Bercy, etc. Rien n'y fait. Que faire dans ce cas? Oui, alors c'est une question qui a été énormément remontée. On est complètement conscient de la chose. Donc effectivement, quand vous passez par des néobanques qui ne proposent pas d'outils de financement, vous êtes un petit peu coincé à court terme parce que la seule solution, ce sera d'ouvrir un compte dans une banque traditionnelle. Alors évidemment, avec tout ce que ça implique, le fait que la banque va probablement aussi essayer de vous inciter à ce que vous rapatriez l'ensemble de vos activités chez eux, etc. Bon, c'était aussi un petit peu pour ça, je disais que le PGE, le prêt garanti par l'État, il est jusqu'au 31 décembre parce qu'en effet, ouvrir un compte aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut essayer d'attendre quelques semaines et faire cette démarche. Éventuellement contacter BPI France aussi. Simplement, la problématique, c'est que, enfin, par rapport à BPI France, c'est que, enfin, pas la problématique, c'est juste que c'est leur façon habituelle et tout à fait logique de fonctionner, c'est que dans la quasi-totalité des cas, ils n'interviennent pas seuls. Donc, soit vous avez une banque qui participe et BPI France rajoute par-dessus, soit vous avez des investisseurs ou vous-même qui avez la possibilité de réinjecter des fonds et BPI France, à ce moment-là, peut vous soutenir éventuellement en attendant la suite. Merci beaucoup. Il y a pas mal de personnes qui posent leurs questions sur l'onglet Converser. Je vous invite à les remettre dans l'onglet Q&R, sinon je ne peux pas les lire de mon côté. Dans les questions qui sont remontées en tête, on a Fred qui demande s'il est possible d'obtenir le prêt PGE en tant que start-up innovante avec des fonds propres négatifs fin 2019. Oui, alors ça, c'est une question. Je n'ai plus tous les critères en tête, mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est que vous entriez dans la catégorie des entreprises en difficulté. La problématique des fonds propres négatifs, c'est que je pense que les banques, ça va leur poser beaucoup de problèmes, à mon avis. C'est qu'elles ne vont pas pouvoir vous prêter de l'argent, puisque par définition, même si elles ont une garantie à 90% de l'État, elles doivent quand même assumer 10% du risque et surtout, elles doivent être attentives, malgré tout, à ce que l'entreprise ait une capacité à rembourser. Donc, en principe, au-delà de vos fonds propres, c'est compliqué. Si les fonds propres sont négatifs, c'est encore plus compliqué. Oui. Merci. On a Jean-Christophe qui est un gérant majoritaire d'une entreprise et qui a réalisé son premier CA en mars 2020 après 2 ans de R&D. De fait, il ne rentre pas dans les critères. Il demande si vous savez quelque chose, vous savez si quelque chose est prévu dans ce cas. Alors oui, il a fait de la R&D, mais il n'a pas forcément fait de la R&D en ayant des salariés. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre, parce que si c'est de la R&D qui a été faite par des salariés, on peut prendre en compte la masse salariale plutôt que le chiffre d'affaires. Et sinon, alors, je dirais que j'en déduis aussi, enfin, j'en suppose que c'est peut-être une jeune entreprise encore aussi, enfin, c'est une jeune entreprise. Et je pense, enfin, sans préjuger et sans vouloir parler à la place de BPI France, ils vont considérer qu'en fait, vous rentrez dans les cases des dispositifs habituels de BPI France, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément considéré comme une entreprise qui est victime de la situation actuelle dans le sens où vous avez connu une chute d'activité, mais vous rentrez potentiellement dans les fonds habituels. Et je vois Anthony qui dit « j'ai la réponse fonds propres négatifs égale aucune aide, je suis désolé, personne ne prête ». Oui, mais je suis évidemment tout à fait conscient de la question. Ce n'est pas quelque chose qui est relié en soi à la situation actuelle. Les entreprises, les startups qui ont des fonds propres négatifs sont dans un cas général mal ou pas financés. Enfin, même BPI France ne peut pas financer une entreprise qui a des fonds propres négatifs. Merci beaucoup, Nicolas. En ce qui concerne le... Ah non, ça, c'est pas une question, excuse-moi. Les entreprises créées en 2018 peuvent-elles bénéficier du fonds garanti par l'État? Du prêt garanti par l'État? Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On rappelle, si on est sur le cas d'une jeune entreprise, donc notamment à partir de 2019, on va retenir soit le critère du chiffre d'affaires, soit le critère de la masse salariale. Et pour les entreprises qui ont été créées avant, on va retenir le critère du chiffre d'affaires. Super, merci beaucoup. On a différentes personnes qui demandent si vous pouvez revenir sur le sujet des incubateurs.
notamment une personne qui est dans un incubateur mode et qui, je pense, se demande si son incubateur rentre dans la liste des incubateurs éligibles. Alors, cette question peut se poser et soit vous tentez, enfin, vous allez voir tout simplement votre banque et elle comprend tout à fait, elle ne pose pas plus de questions parce que vous êtes dans un incubateur et ça lui va. Soit dans le lien que je vous avais mis, alors il faut aller sur le médium de la French Tech, il y a un lien qui a été mis qui vous permet d'obtenir une attestation qui est normalement une attestation délivrée pour les entreprises qui sollicitent le French Tech Visa. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette attestation, vous pouvez l'obtenir pour justifier auprès d'une banque que vous êtes une entreprise innovante, même si vous n'avez pas l'intention derrière d'aller solliciter un French Tech Visa, qui est donc un dispositif pour recruter des personnes qui viennent de l'étranger. Donc, soit vous demandez cette attestation et ensuite vous irez voir votre banque, soit vous allez directement voir votre banque en expliquant que vous êtes dans un incubateur. Renseignez-vous auprès de vos incubateurs aussi d'ailleurs, parce que si d'autres startups ont déjà sollicité des prêts, ils ont peut-être des retours d'expérience. Et pour information, beaucoup de personnes nous ont posé la question de savoir si ils pouvaient récupérer la présentation suite au webinar. Nicolas, si du coup c'est OK pour toi, on enverra donc la présentation avec le replay du webinaire d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, je te l'enverrai. Les participants dans la journée. Bien sûr. Génial, merci beaucoup. On a Léo qui demande, alors il est prévu de pouvoir accorder une prime de 2 000 € aux personnes ayant travaillé pendant l'épidémie, ménage, caissière, etc. Est-il possible de se verser cette prime en tant que président d'une SAS non salariée? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas été encore interrogé sur ce sujet, mais ça pourra se regarder. Donc, soit je regarderai, soit encore une fois contacter votre CCI qui a la main sur toutes les réglementations, les décrets d'application. Donc, désolé de ne pas pouvoir répondre en direct. Merci quand même. On a ensuite Franck. Certains disent que Cédric O pourrait dans les prochains jours assouplir le critère des fonds propres pour l'obtention d'un PGE. Qu'en est-il? Oui, alors moi, j'essaie toujours de ne pas me prononcer tant qu'on n'a pas des infos officielles, parce qu'on l'a vu notamment sur le fonds de solidarité, à quel point il a évolué de jour en jour avant d'être définitivement mis en application. Donc, à voir. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que toutes les situations remontent en permanence au niveau de l'État, que ce soit au travers de la French Tech qui fait vraiment un énorme job pour les côtoyer, enfin à distance, je le vois, que ce soit nous, on fait remonter les situations. Donc de toute façon, oui, qu'il y ait des évolutions, c'est tout à fait possible. Après, on verra. Merci. Une personne nous dit qu'elle est dirigeante non salariée et sans chiffre d'affaires en cours de levée de fonds. Est-ce qu'elle est éligible? Alors éligible à quoi? Un peu permettre de parler. Je vous ai activé le micro si vous souhaitez donner plus d'informations sur votre situation. On passera à une autre question. Non, je pense que le micro reste coupé. Bon, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure s'il faut. Alors, on a Anthony qui dit que le prêt atout de la BPI dit que c'est forcément un cofinancement alors qu'il est écrit cofinancement souhaité. Je ne comprends pas pourquoi. Oui. Alors, je vais pas répondre à la place de BPI France, c'est toujours très délicat, mais le cofinancement est souhaité. Ça veut dire que BPI France peut apprécier la situation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'ils veulent, c'est vérifier l'engagement de votre banque avec vous. Ils ne veulent pas le délivrer seul. Mais si la banque, avant que cette situation se produise, s'était déjà largement engagée à vos côtés, ce qui veut dire qu'elle croyait à votre entreprise, à votre projet, et qu'elle vous avait déjà délivré des outils financiers de type ligne de trésorerie ou prêt, et que l'on peut tout à fait comprendre qu'elle n'ait pas la possibilité de délivrer plus parce qu'elle l'avait finalement déjà fait il y a quelques semaines, BPI France n'exigera pas forcément qu'il y ait de nouveau
la banque qui intervienne. C'est ça que ça veut dire grosso modo. Donc, en gros, cofinancement souhaité, ça veut dire cofinancement plus que souhaité, hein. Il faut un cofinancement, mais qu'on peut aussi, ou que BPI France aussi va bien évidemment apprécier la situation. Voilà. Super, merci beaucoup. On a Thierry qui demande s'il est judicieux d'attendre la sortie du PSI pour monter un dossier mixé PGE et PSI, ou est-ce qu'il vaut mieux monter un dossier 100% PGE sans attendre? Alors, je vais peut-être répondre un peu différemment à cette question, mais par rapport au PGE, si vous avez la possibilité d'attendre, attendez un petit peu, je pense. Par rapport au PSI, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'attendre en tant que tel, puisque l'idée, c'est que vous contactez BPI France, alors soit votre chargé d'affaires, si vous en avez déjà un, soit la plateforme de BPI France. Et encore une fois, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est eux qui déterminent les dispositifs vers lesquels ils vous orientent. Donc, autant le faire dès maintenant si vous avez déjà tous les éléments en tête, un plan de trésorerie à jour, un plan d'action, une stratégie que vous pouvez présenter. Prenez contact avec BPI France. Oui. Alors moi, je ne t'entends pas. Je crois que ton micro est coupé. Ah, pardon, j'ai oublié de le remettre. On a Cédric qui nous demande concernant le fonds de solidarité, est-ce que c'est le CA facturé ou encaissé qui doit être considéré sur mars 2019? Oui, de façon prudente, je vais considérer que c'est le CA facturé. Éventuellement, ça pourra se revérifier. Super, je réponds en même temps à revérifier. La personne qui nous posait la question tout à l'heure sur Marcella Moisson nous dit que c'est concernant le fonds de solidarité, sa question. Je ne sais plus si on… Alors, on va peut-être reprendre la question. Je vais juste compléter ma réponse du coup à la question précédente. Je suis désolé. C'est à facturer. Retenez hein, que à ce stade, l'administration fiscale ne vous demande pas de justifier les informations que vous lui donnez. Vous faites une attestation sur l'honneur. Par contre, a posteriori, comme tout dispositif fiscal, l'administration fiscale, elle a 3 ans pour vérifier ce que vous lui avez indiqué. Donc, si à un moment, elle contrôle vos comptes, il faudra justifier ce que vous avez dit. Pourquoi je dis ça? Parce que n'allez pas faire des fausses factures pour ensuite dire « Ah bah oui, mais le client ne m'avait pas payé, etc. » en essayant de feinter le truc. Si vous vous faites attraper derrière, ce n'est pas un bon plan. Mais par contre, si vous aviez fait une facture qu'elle n'est pas encore encaissée, mais que dans les semaines ou les mois qui viennent, elle sera encaissée, je ne vois pas pourquoi ça poserait problème à l'administration fiscale, puisque c'est une situation qui est tout à fait justifiée et justifiable. Merci. Pour revenir sur la question de tout à l'heure, du coup, c'était dirigeante non salariée et sans chiffre d'affaires en cours de levée de fonds, est-ce que je suis éligible? Et du coup, c'était est-ce que je suis éligible au fonds de solidarité? Alors, a priori, non, puisqu'il n'y a pas, si je comprends bien, il n'y a pas de chiffre d'affaires de référence, hein, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui a été fait ni en mars 2019, ni sur l'ensemble de l'année 2019 pour une société qui aurait été créée après le mois de mars 2019. Donc la réponse, c'est non. Très clair, merci. On a de nouveau Sana, French Tech Bridge. Nous étions en pleine levée de fonds. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des questions qui tombent en même temps? Quelqu'un a voté pour, du coup, elle est remontée tout en haut. French Tech Bridge, nous étions en pleine levée de fonds. Nous avions sécurisé 50 000 en mars et nous avons un autre fonds en cours. Sommes-nous éligibles? Alors, ça va dépendre, à mon sens, des fonds propres dont dispose la société. Puisqu'en fait, si ce n'est pas le French Tech Bridge, ça peut éventuellement être un autre dispositif que BPI France peut accorder s'il n'a pas déjà été mobilisé. Pour donner un exemple, hein, c'est le prêt d'amorçage, en fait, par exemple, puisque les prêts d'amorçage démarrent à partir de 50 000 euros. Donc, dans tous les cas, ça vaut le coup de contacter BPI France et de leur expliquer la situation, hein, s'ils peuvent délivrer un dispositif. Et puis encore une fois, si ce n'est pas le French Tech Bridge, alors le French Tech Bridge, a priori, ce serait non, hein, si je comprends bien la situation, puisqu'on est en dessous du seuil requis. Mais encore une fois, de toute façon, c'est BPI qui va le déterminer. Mais ça peut être d'autres dispositifs.
Merci. Nous avons Tania qui demande: est-ce que les fonds de solidarité sont disponibles pour les entreprises en création hébergées en couveuse et donc qui ne sont pas encore immatriculées? Non, alors, a priori, non. Je pourrais éventuellement dire que je ne suis pas sûr de ma réponse elle ne m'avait pas été posée, mais le principe de la couveuse, c'est que vous n'avez pas de numéro de SIRET, hein, puisque c'est la couveuse qui est la structure juridique. Donc, non. Pour moi, non. Très bien, merci. On a Jean-Christophe qui vous demande si vous pouvez confirmer qu'un gérant majoritaire salarié, donc avec un contrat de travail à temps complet, peut mettre en chômage partiel s'il ne rentre pas dans les critères du fonds de solidarité. Bah, à revérifier, mais enfin, pour moi, la réponse, c'est plutôt oui, si vous êtes dans une situation où vous cotisez au chômage. Si vous cotisez au chômage, vous êtes éligible à l'activité partielle et donc au chômage partiel. Si vous n'êtes pas dans un cas de cotisation au chômage, vous rentrez dans le cadre du fonds de solidarité. Alors, je me souviens plus, je crois que c'est effectivement, on a évoqué cette question tout à l'heure, c'est ça, et ne pas hésiter soit à ce qu'on discute avec la personne en question ou repréciser pour être sûr que je ne m'embrouille pas dans la réponse. Oui, mais si la personne en question souhaite la détailler, je la lirai Voilà, ensuite. mais sinon, voilà, la règle, hein, c'est que si vous êtes éligible au chômage, c'est-à-dire si vous avez cotisé au chômage, la règle, c'est le chômage partiel. Si ce n'est pas le cas, vous êtes dans la situation des micro-entrepreneurs ou des TPE, où là, on peut solliciter la prime de solidarité. Très bien. Donc, lui, il est dans la deuxième situation, dans le cas où il ne cotise pas. J'espère que Jean-Christophe a eu sa réponse. On a également Thierry qui nous dit qu'on connaît les plafonds, donc 2 ans de masse salariale ou 25% de chiffre d'affaires, mais quel est le bon montant à demander au titre du PGE et comment l'évaluer? Alors, déjà, le PGE, vous ne l'évaluez pas seulement par rapport à ces critères-là, vous l'évaluez par rapport à vos besoins. Je pense que c'est vraiment la première chose à retenir. La banque, elle continue à faire son métier de banquier de façon normale, c'est-à-dire vous devez lui présenter un plan de trésorerie, un plan d'action, elle va juger la situation par rapport à vos fonds propres, par rapport aux critères habituels, si ce n'est qu'elle est évidemment très fortement incitée à vous délivrer des prêts à travers les mécanismes qu'on a dit. Donc déjà, le prêt, c'est ça. Ensuite, pour répondre un peu plus précisément, entre 25% et le chiffre d'affaires, en principe, la règle, c'est qu'on prend le plus intéressant des deux. Voilà. Super, merci beaucoup. On a Christophe qui nous demande si vous pouvez nous rappeler la différence entre un prêt atout BPI et un prêt rebond BPI. En fait, ça va être le montant, puisque les prêts rebonds démarrent à 10 000 euros. Encore une fois, sous réserve des différentes variations entre les régions. Et puis, je le reprécise aussi, la théorie veut que ce soit BPI France qui vous oriente. Donc, ils vont d'abord regarder la situation, ils vont regarder vers quel type de dispositif ils peuvent vous orienter. Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est une subvention? Est-ce que c'est une avance, etc. Si c'est un prêt, ils vont regarder quel type de prêt. Est-ce que c'est dans les prêts habituels ou est-ce que c'est un prêt soutien innovation, un prêt atout, un prêt rebond? Donc, l'avantage du prêt rebond, et c'est là où les régions jouent un rôle super important dans le dispositif, c'est que ça permet de démarrer plus bas et donc de s'adresser à des sociétés plus modestes en taille. On aura plus d'infos à partir de… Enfin, ça commence à arriver, hein. Vous pouvez déjà avoir les infos, mais tout n'est pas encore bouclé sur les prêts rebonds. Génial, merci beaucoup. En ce qui concerne le critère de la masse salariale, est-ce que ça concerne la masse salariale 2019 ou 2019 et 2020? Alors, on va prendre en principe la masse salariale 2019. Maintenant, je suis tenté de dire que la banque, elle peut aussi faire preuve, la banque et BPI France peuvent faire preuve de souplesse et de comprendre la situation. Donc, euh, présenter la situation telle qu'elle est, avec aussi une logique de financement derrière, c'est-à-dire que si ce sont des gens qui viennent d'être embauchés et que ils ont vocation à rester dans l'entreprise et que vous avez besoin d'eux, etc., vous présentez une projection de la masse salariale sur 2020, voire 2021 et discuter avec votre banque. Super, merci.
Élise nous dit qu'il paraît que l'URSSAF propose une aide pour les travailleurs non salariés. Elle n'a rien trouvé à propos lorsqu'elle a fait ses recherches. Est-ce que vous savez si c'est une réelle info ou une intox? Alors, je ne sais pas si je l'ai là. Il y a pour les auto-entrepreneurs, je ne sais pas si c'est de cette situation dont on parle. Pour les auto-entrepreneurs, il y a une prime qui existe, qui est, je crois, de 2 000 € pour les auto-entrepreneurs qui ont déjà cotisé, c'est-à-dire ceux qui ne se rémunèrent pas ou qui n'ont pas encore cotisé ne sont pas dans ce champ d'application. Mais sinon, effectivement, il y a une prime. Alors, le contact, je ne l'ai pas en tête, mais on devrait pouvoir retrouver ça. Super. Ben, on pourra l'intégrer au mail recap qu'on enverra dans la journée, si vous le retrouvez d'ici là. Bien sûr, c'est regardez aussi sur le site BPI France Création qui est très bien renseigné là-dessus, mais je retrouverai l'info. Génial, merci beaucoup. On a Johan qui nous dit si on est président de SAS, on a un statut salarié et pour autant on ne peut pas bénéficier du chômage partiel. Quels sont donc les outils disponibles? Oui, ça rejoint, je crois, un peu la question de tout à l'heure. Effectivement, c'est toute la problématique des dirigeants d'entreprise qui n'ont pas de contrat de travail et donc ne cotisent pas au chômage et donc pas de chômage partiel. Et c'est notamment pour ça qu'a été mis en place la prime de solidarité. Donc oui, c'est la prime de solidarité si vous y êtes éligible. Super, merci beaucoup. Nous avons Stéphane qui nous dit que s'il en est indemnisé avec une allocation de retour à l'emploi et que nous avons créé une entreprise en 2019, président non salarié, peut-on bénéficier de ce fonds? Une bonne question. Euh, est-ce qu'il y avait une rémunération associée à l'entreprise? Pour moi, la réponse serait plutôt oui, mais c'est pareil, il faudrait vérifier puisque c'est l'entreprise qui touche la prime et pas la personne, même si c'est bien la personne qui en fait la demande, à confirmer. Très bien, merci beaucoup. En train de chercher beaucoup de remarques. Mon banquier m'a assuré que les startups dans l'innovation ne sont pas éligibles alors que l'on répond à tous les critères de votre présentation. Bon, là, je pense que vous ne pourrez pas parler en son nom. Non, on ne peut pas tellement en parler, mais c'est là où je redonne un peu le process. Donc, rediscuter avec la banque en montrant bien les critères. Si ça ne se passe pas bien, il y a donc le médiateur du crédit qui est un bon point de contact ou le correspondant startup de la Banque de France. Sollicitez-les pour essayer de trouver un terrain d'entente. Super. Nous avons Sylvie qui nous demande si la banque refuse le prêt, quelles sont les solutions, sachant que dans son cas, il s'agit d'une biotech en R&D et qu'elle n'a pas de chiffre d'affaires. Oui, alors, bon, pas de chiffre d'affaires encore une fois, ou sinon c'est la masse salariale. Euh, Là, j'ai du mal à répondre. Est-ce que la banque refuse le prêt parce qu'on estime que l'entreprise n'est pas du tout éligible, par exemple parce qu'elle n'a pas de fonds propres suffisants, etc. Et là, effectivement, il est possible que ce soit très compliqué de délivrer un prêt. Et dans ce cas-là, je dirais que c'est les investisseurs, ce genre de… Voilà, les banques sont dans une situation qui n'est pas tant que ça différente de la situation habituelle où il n'est pas forcément évident pour elles de financer des jeunes startups. Vous le savez mieux que moi, je pense, par définition, c'est que vous n'êtes pas dans des critères qui correspondent à leurs habitudes et aux contraintes qu'elles ont elles-mêmes pour délivrer des prêts, donc pas forcément d'investissement, des besoins structurels qui ne sont pas les mêmes qu'une entreprise, un business model qui n'est pas validé. Donc la banque, elle a potentiellement le même raisonnement que d'habitude, et d'habitude, quand la banque ne finance pas, c'est pour ça qu'on fait des levées de fonds. Donc je suis presque tenté de dire que là, c'est un peu la même réponse, en fait, même si j'imagine qu'elle n'est pas satisfaisante, c'est un petit peu la même réponse. Merci. Par contre, hein, je reprécise, si vous estimez que la banque ne vous prête pas l'argent alors que vous entriez dans des critères et vous avez des fonds propres, etc., de nouveau, soit vous allez voir une autre banque en ayant conscience que ce n'est pas évident en ce moment, soit vous allez directement en contact avec le médiateur du crédit. Super, merci Nicolas. Nous avons Blandine qui a
une start-up créée fin 2018. Donc, ils ont eu des factures en 2019 sur janvier, février, avril, mais pas sur mars. Elle demande si c'est donc possible de bénéficier du fonds solidarité. Alors, donc théoriquement, non. Après, s'il y a eu du chiffre d'affaires aussi après le mois d'avril, puisque là, on s'arrête au mois d'avril, mais supposons qu'il y ait une activité qui est continuée après avril et que le mois de mars ait représenté vraiment une exception que l'on peut justifier, je pense que ça vaut le coup de faire une demande à l'administration en leur expliquant la situation et de voir s'il y a possibilité d'obtenir cette prime malgré tout. Même si c'est vrai, normalement, la réponse est non, hein, mais voilà, je dirais que vous avez vraiment cette possibilité d'expliquer la situation. Super. Il y a Tania qui revient sur le cas des entreprises en couveuse auxquelles vous avez commencé à donner des informations tout à l'heure. En dehors du fonds de solidarité, est-ce qu'elle peut avoir accès à un quelconque dispositif d'aide, que ce soit un chômage prolongé ou des fonds? Encore une fois, elle n'a pas de structure juridique. Donc, elle n'est pas éligible aux prêts qui sont, aux dispositifs qui sont accordés aux entreprises. Donc, le chômage prolongé, alors ça, c'est ce qui a été mis en place pour ceux qui arrivent en fin de droit pendant la période d'urgence sanitaire. Il y a des échéances d'allocation chômage qui sont prolongées d'autant. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de dispositif particulier. Encore une fois, comme il n'y a pas d'entreprise à son nom, elle n'a pas droit aux dispositifs qui sont mis en place. Super, merci. Il y a une personne qui demande si vous savez si le fonds de solidarité sera reconduit en avril. Encore une fois, pour le moment, je ne réponds pas à cette question. Tant qu'on n'a pas l'information officielle, on est tenté de dire que oui, puisqu'on sera encore en confinement en avril, mais il faut attendre les informations officielles. Et donc connaître aussi les critères qui seront appliqués. Super, merci beaucoup. Vous recevez déjà beaucoup de merci sur la conversation. Une personne demande où on peut trouver le formulaire en question pour le fonds Solidarité, mais ça, il me semble que du coup, c'est un lien qui est disponible sur la présentation qu'on distribuera. Je n'ai pas mis le lien effectivement pour le fonds de solidarité, mais je l'ai dit et je le redis. Vous devez vous connecter sur votre espace personnel des impôts. Comme quand vous payez votre impôt sur le revenu, il y a une rubrique spéciale qui a été créée. Donc, c'est bien le dirigeant de l'entreprise qui fait la demande depuis son espace particulier, mais il rentrera bien le RIB de l'entreprise puisque c'est l'entreprise qui va toucher la prime. Et du coup, j'en profite aussi pour préciser ou repréciser que même s'il s'est demandé sur l'espace particulier, il n'y a qu'une seule personne dans l'entreprise qui la demande. Il n'y aura qu'une seule prime par entreprise. Ok, super. Merci beaucoup. Dernière question, peut-être. On a Sophie qui nous demande quelles sont les conditions pour être éligible au fonds de solidarité région de 2 000 €. Alors, les conditions pour être éligible, c'est que vous devez avoir reçu la prime de 1 500 € maximum, donc c'est du premier volet. Et ensuite, vous devez justifier que vous êtes en difficulté extrêmement forte, c'est-à-dire que vous êtes globalement en situation de faillite. C'est un dispositif anti-faillite, ce deuxième volet. Donc, c'est l'impossibilité de payer ses factures et donc le risque d'être mis en cessation de paiement. Le fait qu'une banque ne vous accorde pas de prêt qui vous aurait permis de tenir le coup. Et le dernier critère qui est important aussi, c'est que vous devez avoir au moins un salarié. Le dispositif, donc ce deuxième volet de 2 000 € n'est pas encore disponible, il faut attendre quelques jours, ce sera à partir du 15 avril. Super. Écoutez, Nicolas, un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé et à l'ensemble de nos startups. Au vu du nombre de questions, je pense que vous avez éclairé beaucoup de personnes. Donc, un immense merci. Pour les participants, donc on vous envoie, comme on vous l'a dit, la présentation et le lien pour le replay du webinaire par mail dans l'après-midi. Et sachez que vous pouvez nous retrouver dès demain, 14 h, pour un webinaire sur les questions juridiques avec la startup Robin qui répondra à l'ensemble de vos questions juridiques, que ce soit sur l'activité partielle, les contrats, etc. Donc voilà, rejoignez-nous nombreux.